Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec le président du mouvement Les Patriotes, présent sur les manifestations tous les samedis, et candidat à la présidentielle, Florian Philippot, qui publie ce livre Face à l'oligarchie, s'en sortir. Alors, s'en sortir et comment, Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Au fond, alors j'ai lu évidemment votre livre qui, encore une fois, est auto-édité, mais on peut le trouver sur Amazon ou sur le site des Patriotes, bien sûr. Et vous résumez un peu, parce qu'on vous avait reçu il y a quelque temps pour les livres, et on en est toujours ravis de vous recevoir, sur les Covid-19, l'oligarchie démasquée, la grande bascule, et puis avant, vous avez fait En sortir pour s'en sortir. Vous aimez bien, le terme. Ouais. C'était sur le vraiment Frexit, absolument. Spécifiquement sur le Frexit. Alors, vous parlez évidemment, vous résumez beaucoup de choses sur vos principaux, effectivement, thèmes et enjeux. Le mondialisme, la nation, le patriotisme, bien sûr, la nécessité de mobilisation, le Frexit. On va parler de tout cela. Enfin, qu'est-ce qui se passe actuellement, effectivement, le manque de confiance des Français en la France. Vous aviez lancé la maison commune des souverainistes. Pour le moment, c'est une idée qui fait son chemin, mais qui n'est pas encore aboutie, mais pourquoi pas. Et au fond, Florian Philippot, encore une fois, quand je lis ce bouquin, il résume bien un certain nombre de gens, et on sait très bien que sur ces idées-là, beaucoup de Français, effectivement, vous rejoignent, en tout cas, sont d'accord, et vous êtes un certain nombre, d'ailleurs, à défendre cela. Vous, ce qui est intéressant, je voudrais savoir, et je voudrais revenir à ça, vous avez été quand même l'un des premiers, sinon le premier, à réunir un certain nombre de gens sous les fenêtres du ministère de la Santé. Vous avez commencé en octobre 2020, nous sommes en décembre 2021, et vous continuez. Pourquoi ? Parce que vous pensez que ces manifestations, ça a quoi, une portée symbolique ? Parce que, bon, c'est vrai que vous étiez 500 au départ, mais par un proremport, nous, 10 000 en arrivant au port. Oui, même 50, on va dire au départ. Oui. D'accord. Mais en fait, est-ce que vous persistez et vous signez parce que vous pensez que c'est une bonne manière aussi de faire pression ? Je crois que c'est essentiel. Il n'y a pas que ça à faire. Il y a des mouvements de grève, il y a plein d'opérations, il y a des recours. Demain, on a déposé, les Patriotes, un recours devant le Conseil d'État contre un des décrets Castex complètement fou. Mais les manifestations qu'on organise effectivement à Paris depuis plus d'1 an, chaque samedi, sans faute. Et je salue aussi nos militants, nos référents partout en France. Il n'y a pas qu'à Paris, on en fait en même temps à peu près partout en France. C'est essentiel. D'abord, c'est essentiel pour montrer au pouvoir que tout le monde n'est pas d'accord avec tout ça. Et tout le monde n'est pas d'accord pour rester à la maison, à baisser la tête, à mettre son masque, à prendre son pass, à montrer son QR code et à vivre comme ça. Non, il y a des gens, il y a des Françaises et des Français qui sont pas d'accord. Et c'est important de le crier, de le montrer, de le faire savoir. 2, ça permet à des gens de se rencontrer. Je l'explique un peu dans le livre d'ailleurs. On a créé des réseaux. Y compris grâce à ces manifs, c'est créé une association de défense des élèves et étudiants, une association de parents d'élèves. Hier soir, ils étaient. Alors maintenant, ça pullule un peu partout. L'association qui est née des rencontres. Oui, l'ADEE, en fait, Association de défense des élèves et étudiants. Ouais. Et en fait, maintenant, ça se diffuse un peu partout en France. Ce sont des parents qui vont pacifiquement, mais à la sortie des écoles directement. À la sortie vous savez, le soir, là, fin d'après-midi, à la sortie des collèges, à la sortie des lycées, ils viennent parler. Soit avec les élèves quand ce sont des grands élèves, soit avec les parents plutôt, soit avec les enseignants, soit avec les directeurs d'établissement. Ils viennent expliquer, ils viennent parler, ils viennent sensibiliser. Ils ont souvent d'ailleurs un bon accueil. Et ça, c'est grâce aux manifestations. Sans les manifestations, ces parents d'élèves qui se connaissaient pas, se seraient pas rencontrés, se seraient pas fédérés. Et puis, pareil, on est en train d'essayer de faire des choses pour collectivement fédérer les soignants suspendus, les travailleurs suspendus ou vaccinés sous contrainte, etc. Et puis porter des messages surtout. On donne la parole. Samedi dernier, j'ai donné la parole. Il pouvait pas venir physiquement parce qu'il s'occupe de son épouse. Je crois que vous le connaissez, vous l'avez reçu, je crois, Marc Doyer. Oui, absolument. Avec qui je suis en contact. Il nous a donné un témoignage audio. Le mari de Morissette. Tout à fait, le mari courageux de Morissette, qui est malheureusement atteinte de Creutzfeldt-Jacob. On a passé son témoignage. On a Maître Divisio qui vient très régulièrement. C'est un compagnon de route de nos manifestations, bien sûr. Et puis tant d'autres. Moi, j'ai invité tous les souverainistes, même ou pas souverainistes, Martine Vonner ou d'autres, des artistes, des restaurateurs, tout le monde. Et je crois que c'est essentiel, voilà. Et je suis fier que nos militants soient là et que les gens que je connais pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de monde, soient là, qui bravent maintenant le froid, la pluie, la neige, la tempête. C'est un peu votre rond-point à vous, Florian Philippot. Enfin, vous et ceux qui vous suivent. Oui, c'est vrai. C'est un peu
on peut faire cette analogie. Et je suis frappé aussi par la diversité sociologique des gens présents. C'est incroyable. Très, très différent. C'est un éventail très ouvert. C'est la société française. Mais c'est vraiment la société française. Et c'est incroyable d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de journalistes. S'ils sont un peu venus en juillet-août pour essayer de discréditer. Parce que suite aux annonces de Macron, il y avait une vraie colère populaire suite à l'allocution du 12 juillet. Alors on a vu un peu plus les journalistes. Je parle des grands médias, qui étaient souvent assez insultants avec les manifestants dans les comptes rendus et tout, ce qui était très injuste. Mais même quand il y a moins de journalistes, ça devrait les intéresser parce que on voit, comme dans peu de manifestations en France, l'éventail. Il y a l'ouvrier, il y a l'étudiant précaire, il y a aussi, je veux dire, des chefs d'entreprise, mais même parfois de très grandes entreprises. Je ne donnerai pas de nom. Qui viennent anonymement comme ça dans la foule. Il y a beaucoup d'artistes, il y a des enseignants, il y a des médecins, énormément de médecins, de professeurs de médecine, des artisans, des commerçants. Enfin, c'est extrêmement impressionnant, c'est très beau, et des gens de toutes origines, de tout milieu, de toutes origines géographiques, de toutes origines même, comme on dit, j'aime pas ce terme, mais de la diversité, enfin, c'est-à-dire des Français d'origine immigrée, etc. Et ça, je sais pas s'il y a beaucoup de manifestations qui offrent cette diversité. Ce qui prouve qu'on se bat sur des valeurs. Quoi, en fait. Ce qui est et les valeurs, ça touche tout le monde. C'est votre persévérance, parce que il faut tenir. Enfin, c'est vrai que les Gilets jaunes, ça avait commencé les samedis, et vous avez perpétué la tradition de samedi autrement, mais sans pousser la comparaison trop loin. C'est très intéressant de voir ce qui se passe. Mais on va discuter du fond après les informations. On se retrouve tout de suite. Et on va évidemment parler de la gestion de crise, puisqu'il y avait un conseil de défense hier et des annonces ont été faites par Jean Castex. Des annonces qui ne sont pas sans conséquences. On en parlera notamment sur les enfants. Vous nous appelez au 0826 300 300. Florian Philippot, face à l'oligarchie, s'en sortir. Alors là, il n'y a pas de point d'interrogation, mais évidemment, on va vous les poser, ces points d'interrogation. Mais je voudrais commencer par une phrase qui est dans votre livre, Florian Philippot. Intéressante, c'est pas une phrase de vous, c'est une phrase de Donald Trump, le discours qu'il a tenu devant l'Assemblée générale de l'ONU le 24 septembre 2019. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes, l'avenir appartient aux nations indépendantes et souveraines. Vous êtes tout à fait d'accord avec ça, vous y croyez mordicus? Je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que ce discours de Trump était fondamental. C'était un peu la matrice de son engagement, de sa politique, et que ça lui a valu beaucoup de haine. Il y avait déjà beaucoup de haine contre lui avant, mais là, si vous voulez, on était à 1 an de sa réélection possible, de la campagne américaine, et là, on a senti la haine monter d'un cran suite à ce discours, parce que c'était une attaque frontale contre le mondialisme. Mondialisme, c'est l'inverse de ça. C'est les peuples sous tutelle, sont les nations qui sont sous tutelle de plein de choses. J'explique un peu ce qu'est l'oligarchie, le mondialisme, parce que je dis souvent, moi, oligarchie, je suis pas le seul à utiliser le terme, mais je l'utilise particulièrement souvent. Et j'ai voulu définir ce qu'était cette oligarchie. C'est un réseau, en fait, dans ce livre. Et Trump, il est allé frontalement pendant 4 ans contre cela. Et depuis qu'il n'est plus président, il y va encore plus frontalement. Je pense que ça peut être extrêmement payant pour un retour. Alors allons-y, parce que c'est intéressant. Et vous montrez bien, parce qu'il faut dire, on dit, oui, complotiste, vous parlez d'un réseau qui est en train de vouloir dominer le monde. Il faut bien comprendre, au-delà de la caricature, qu'il ne s'agit pas d'un réseau. Vous, ce que vous dites, et vous n'êtes pas le seul, et ce que disent tous les souverainistes, ou les patriotes, ou appelez ce que vous voulez, ils disent, non mais attendez, il y a des gens qui veulent rationaliser le monde, entre guillemets, et c'est quoi alors ce mondialisme que vous dénoncez? Oui, c'est même l'anticomplotisme, parce que justement, en expliquant ce que c'est, quand on rentre un peu dans le détail, on se rend compte que c'est pas 3-4 personnes. Tout ça est une version idiote ou naïve de la chose. C'est simplement, c'est pas aussi simple que, malheureusement, par exemple, un État qui serait hégémonique dans le monde. Un pays. Ouais, un pays, ouais. Par exemple, les États-Unis, si on veut. C'est pas un empire. Ou c'est pas que l'Union européenne, vous voyez. Ou c'est pas que, par exemple, le problème des GAFAM. Ou que Pfizer, si on veut rentrer un peu dans l'affaire Covid. Non, c'est un système où en fait vous avez... Alors je prends une porte d'entrée très simple et très concrète pour expliquer dans le livre. C'est un concert qui a eu lieu le 25 septembre sur les pelouses du Champ de Mars à Paris. Le Global Citizen Live concert, organisé par une ONG australienne, Global Citizen. Et en fait, dedans intervenaient Macron, Ursula von der Leyen,
entre deux chansons, hein, il y avait quand même un peu, c'était censé être un concert, donc il y avait quand même pour faire beau des chanteurs, mais il y avait quand même plus important, il y avait Macron, il y avait en écran, la présidente physiquement sur scène, il y avait Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui vient de s'illustrer en demandant un débat sur la vaccination obligatoire dans toute l'Union européenne. Et l'abolition du code de Nuremberg. Exactement, c'est forcément ça va ensemble. Il y avait, si vous voulez, là il n'y avait pas, mais ils avaient fait un concert, le même concert 3 mois avant à Los Angeles. Il y avait Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui vient de faire une vidéo en disant aux gamins de 5 ans, je sais que tu es impatient de te faire vacciner, cours prendre ton rendez-vous pour le jour de ton anniversaire. Il y avait ce jour-là le pape François. On se dit, mais qu'est-ce que le pape François vient faire là-dedans? Eh bien, il était bien là, en disant la vaccination est un acte d'amour. Donc l'amour en seringue, ça, l'église moderne est décidément très surprenante. Postmoderne déjà. Postmoderne, exactement. Et puis, vous avez des ONG qui sont liées à ça. Vous avez des ONG, alors vous avez la petite Greta Thunberg qui est très, très louée là-dedans, vous avez l'Union européenne qui est omniprésente, certains donc, Biden, Macron, Trudeau, c'est-à-dire des dirigeants, c'est pas Trump, vous voyez, c'est pas Trump, c'est pas Poutine, c'est Biden, Macron et Trudeau, c'est-à-dire trois mondialistes. Et eux représentent soit ce consensus qui dit voilà, il faut que ça c'est le camp, pour vous, le camp du bien. Quelque part. Ils se présentent comme le camp du bien, et ils sont exactement l'inverse. Et ce sont des dirigeants qui dirigent peut-être pas grand-chose en réalité, surtout Macron, mais qui sont totalement dans ces réseaux-là, des réseaux d'ONG, d'organisations supranationales, de grandes boîtes internationales qui financent ces événements. J'en ai cité quelques-uns. Alors on retrouve des GAFAM, on retrouve Coca-Cola, on retrouve des grands laboratoires pharmaceutiques, etc., des grandes banques également. Mais tout ça rien de complotiste, parce qu'en fait, vous voyez bien que c'est plein d'acteurs, c'est une myriade d'acteurs, et c'est transparent. Moi, j'ai pas trouvé ça en allant dans des choses extraordinaires. On va sur leur site internet ou on va dans des articles de presse qui ont fait leur boulot. Et eux considèrent sincèrement, c'est comme ça qu'il faut organiser le monde. Alors évidemment, certains par idéologie adhèrent à tout ça, d'autres par intérêt. Évidemment, par intérêt financier. Et puis une idéologie au-delà de la finance, il y a une idéologie qui est là très inquiétante et qui a révélé le Covid. C'est le contrôle des peuples, si vous voulez. Ça, c'est très inquiétant. C'est utiliser les contrôle des peuples comment? C'est-à-dire utiliser le numérique, etc., pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir d'écart possible. C'est-à-dire que les peuples soient un peu domestiqués. On en parlait déjà quand vous m'aviez reçu il y a quelques mois sur l'autre livre. J'expliquais comment, notamment le pass sanitaire, le fait de montrer 4-5 fois par jour un QR code pour des activités toutes banales du quotidien, en fait, ça vous habitue ou mettre votre masque. À certains endroits, y compris bêtement à l'extérieur quand vous êtes tout seul au milieu d'une forêt, mais ça peut être obligatoire parce qu'il y a un arrêté préfectoral ou sur une plage. Eh bien, ça vous habitue en fait à obéir. Et ça, on retrouve cette tendance-là dans pas le monde entier, mais des parties du monde où on habitue en fait, on accoutume les peuples à obéir. Ça s'appelle une domestication en bon français. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on doit absolument s'élever, parce qu'en plus à la fin, il n'y a jamais la promesse. À la fin, c'est toujours la promesse. Si vous voulez. Quand vous domestiquez un animal, c'est la réprimande, ça on l'a en permanence. La carotte et le bâton. Et vous avez normalement la carotte, effectivement, à la fin, la récompense. Mais sauf que alors on nous dit c'est la liberté, c'est le monde normal qui va revenir. C'est ce qu'on avait dit à ces pauvres gérants de discothèques, qui sont les premiers à avoir subi le pass sanitaire dès le 9 juillet. Je le rappelle, avant tout le monde. Et tous les jeunes qui sont pris le pass sanitaire pour aller fêter. Et voilà, on leur avait dit, grâce à ça, vous n'allez plus jamais fermer de ça. Ils referment pendant au moins 4 semaines. Voilà. Alors là-dessus, je crois que beaucoup de gens sont d'accord, en tout cas sur cette analyse. Après, on pourra en discuter pendant des heures. Mais ce qui est moins évident, et c'est le moins que l'on puisse dire, c'est que la passivité, quand même, d'un certain nombre de peuples, je ne dis pas tous les peuples, on voit qu'il y a des manifestations, quelquefois monstres, quelquefois importantes un peu partout. Vous avez parlé vous-même de ce que vous faites les samedis, mais enfin, au-delà de ça, quand même, les gens acceptent parce que les gens se disent, oui, attendez, tout ça c'est très joli, mais moi, je veux être en bonne santé, je ne veux pas mourir, il y a la peur, et donc j'accepte parce que, sinon, qu'est-ce que je vais devenir? Comment combattre cette passivité ou ce renoncement dont vous parlez? C'est précisément pour ça que j'ai fait ce livre et que je l'ai appelé en gros « S'en sortir ». Et effectivement, vous avez dit 100 points d'interrogation. On va et on peut et on va s'en sortir. Et notamment, cette crise, faut pas voir que le négatif. Cette crise, elle nous a appris beaucoup de choses. Et on ne combat pas un adversaire si on ne le connaît pas. Et si on ne connaît pas ses dessins. Donc, comment on va s'en sortir? Alors, je n'ai pas la réponse à 100%, sinon je l'aurais déjà mise en œuvre avec mes petits moyens. En tout cas, j'aurais essayé. Non, ce que je pense, c'est que il y a une prise de conscience. Les peuples sont passifs, ont été passifs en tout cas, à cause de la peur. Vous avez parfaitement raison. On les a assommés de peur.
D'ailleurs, au tout début, en mars 2020, on était tous à peu près dans cette situation-là. On ne savait pas ce qui nous tombait dessus, on a plutôt obéi au début, etc. Bon, très bien. C'est normal. Mais maintenant, on a 20 mois de recul, on sait que tout ça, c'est quand même globalement bidon. On voit les pays qui n'ont pas mené cette stratégie, qui s'en sortent bien mieux que nous, la plupart du temps. Donc, si vous voulez, il y a la peur. Ensuite, il y a le problème auquel on fait face, c'est qu'il y a des gens qui ont adhéré à ça. Et vous savez, vous connaissez la nature humaine. C'est très dur de se dédire. Bien sûr. Quand on a voulu croire que 2 doses mettrait fin au pass sanitaire le 15 novembre comme c'était promis, puis redonnerait la liberté et la vie normale, et qu'en fait on se rend compte qu'on s'est fait gruger, et qu'en plus il y avait des gens qui vous avaient prévenu, dont je fais partie, je suis pas le seul, mais bon, qui avaient dit, vous savez, ils vous laisseront jamais tranquille, ça marchera pas comme ça, le pass s'arrêtera évidemment jamais le 15 novembre, etc. C'est très dur d'admettre et de se dédire. Et ça, c'est un problème de nature humaine, c'est comme ça. Donc il faut faire avec. Et troisième, c'est les forces de répression. Il ne faut pas nier. On parlait des Gilets jaunes tout à l'heure. Bon, enfin, là, ils se sont fait vraiment taper dessus, mutilés. Oui. Et là aussi, vous savez, c'est parfois assez dur. Il y a des amendes contre les commerçants, contre les restaurateurs. Il y a des menaces. Darmanin n'arrête pas de dire on va demander aux policiers, aux gendarmes d'aller contrôler les QR codes. Voilà. Ceci dit, moi je pense, je vais vous dire, ça s'est réveillé un peu partout dans le monde. Au début, la France était un peu seule à faire des manifestations. Je me souviens, moi, j'étais allé aider nos amis résistants italiens à Rome en août pour manifester avec eux. Ils me disaient comment vous faites en France. Bon, depuis, ils nous ont largement rattrapés. Ils ont très grosses manifestations. On l'a vu en Italie, en Autriche. Exactement, en Australie, aux Pays-Bas, en Allemagne. Bien sûr. Et donc ça, si vous voulez, ça bouge mondialement. Et quand on sait que c'est mondial, ça donne confiance, si vous voulez, parce qu'on se dit on n'est pas seul dans la galère. Et deux, malgré tout, moi je connais plein de gens, si vous voulez, qui des deuxièmes doses, 2 doses, qui décrochent, qui disent je vais pas toute ma vie avoir un abonnement vaccinal pour juste aller prendre un café en terrasse ou garder mon boulot. Je vais me battre. En fait, je vais me battre contre ça. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont anti-science ou je ne sais quoi. Non, ça veut dire qu'ils sont profondément humains et qu'ils pensent à leurs enfants. Ce qu'a annoncé hier à Castex sur les enfants est inadmissible. Ça réveille des parents, vous voyez. Et ça, je suis quand même optimiste sur un espèce de renversement de rapport de force parce que la clé, elle est là. Vous savez comment fonctionnent les parlementaires. Si demain ils rentrent et qu'ils disent mais vous savez dans ma circo, ça y est, je rencontre plus de gens contre ça que de gens pour, je ne vais pas me faire réélire. Et c'est à partir du moment où le rapport de force a été renversé que le gouvernement est obligé de changer. Je signale que le nouveau chancelier autrichien a déclaré aujourd'hui qu'on va peut-être changer un petit peu de politique, parce qu'il y a eu une très très grosse manifestation à Vienne. Bien sûr. Il y a eu 40 000 personnes, ce qui est beaucoup pour l'Autriche. Et le nouveau chancelier, tout nouveau, là, il a dit, bon, on va peut-être arrêter de stigmatiser les non-vaccinés, on va peut-être changer de stratégie. On va en parler tout de suite après cette petite pause avec Florian Philippot et ensuite avec les auditeurs de Sud Radio. Et pour que vous puissiez poser vos questions, vous nous appelez au 0826 300 300, vous aurez la parole dans un quart d'heure. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors tout ça est très bien et bel et beau, comme on dit, Florian Philippot, mais traduction politique. Alors, vous êtes candidat à la présidentielle de 2022, vous êtes le fondateur et le président des Patriotes, mais franchement, là je vous pose la question que je poserai à tous ceux qui, éventuellement, qu'on inviterait et qui sont candidats ou autres. Mais est-ce qu'on ne va pas, est-ce que ce n'est pas que les meilleurs perdent ? Est-ce qu'on n'est pas en train, quand même, ce que vous dites, encore une fois, on l'a dit, beaucoup de gens le pensent, peut-être, j'en sais rien, je ne veux pas l'affirmer, on va pas faire des sondages, mais une majorité de Français le pensent. Et puis on a l'impression qu'après, tout ça s'éparpille façon puzzle, comme on disait les tontons flingueurs. Je ne parle pas de la gauche, on voit ce qui se passe, je parle de la droite, enfin, de ce qu'on appelle la droite, et encore il y a à le définir. Mais vous, par exemple, pourquoi n'y a-t-il pas, c'est dans 4 mois, c'est rien, 4 mois, enfin, c'est beaucoup et c'est rien, pour les prochaines présidentielles, et c'est un enjeu énorme. Enfin, pour moi, c'est l'élection la plus importante depuis 40 ans. Parce que tous les basculements et tous les moments de bascule qui ont joué. Pourquoi n'y a-t-il pas des rapprochements entre des gens qui, après tout, ne sont pas si loin l'un de l'autre? Quand vous expliquez ça, d'abord, vous analysez ça. D'un certain point de vue, vous avez raison, évidemment. Il vaut mieux l'unité et la force la plus importante possible pour porter un discours de rupture, à condition que ce discours de rupture il soit vraiment partagé. Bien sûr. Je suis désolé de constater que depuis 20 mois, toute cette folie, il n'y a pas grand monde dans la classe politique française, c'est moins qu'on puisse dire, qui s'est bougé.
Il y a eu quelques voix, bien sûr, mais en plus qui proposent concrètement aux gens de se rassembler, etc. On était un peu seuls. Alors on a invité tout le monde pour compenser. Beaucoup sont venus d'ailleurs. Et de manière, je vous l'ai dit, très éclectique. J'ai compris, j'invite des gens qui sont concurrents avec son présidentiel. Vous voyez, donc je suis pas du tout dans une démarche électoraliste. Donc ça, c'est le premier problème. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut une rupture radicale. Radical, ça veut dire aller à la racine des choses, hein. C'est pas extrémiste. Radical, ça veut dire être clair, net, précis. Rupture avec cette oligarchie, ça suppose de sortir complètement de toutes ces tutelles, l'Union européenne, le reste, les tutelles financières, les tutelles des labos, et rétablir toutes nos libertés, rétablir la liberté de notre peuple, de notre France. Et notre aussi. souveraineté, et la souveraineté aussi. Mais ça va ensemble, c'est le même combat. Quand vous voyez Ursula von der Leyen passer une soirée sympathique, mondaine, à Washington avec le PDG de Pfizer, se susurrer à l'oreille, etc. des choses, puis 3 jours plus tard annoncer qu'il faut la vaccination obligatoire pour tout le monde dans l'Union européenne. Je suis désolé, c'est le même combat. Sachant que son mari, par ailleurs, est directeur médical d'une boîte depuis 2020 qui fait de la thérapie génique et que ça devrait poser un problème de conflit d'intérêts, mais tout le monde s'en fout. En fait, tout le monde s'en fout. Ben moi, je mets les pieds dans le plat, je dis les choses. Alors après, pour la présidentielle, alors j'ai un petit désaccord avec vous, je suis pas certain qu'en fait, j'aimerais qu'on se débarrasse de Macron, ça que ce soit clair et net. Moi, je n'attaque que Macron, vous l'aurez remarqué, je parle pas, je n'attaque jamais mes petits camarades souverainistes, même quand on n'est pas totalement d'accord, parce que je pense que ça serait complètement idiot. J'essaie même au contraire qu'on se voit, qu'on se rassemble, qu'on essaie de faire des choses ensemble au maximum, et je serai toujours dans cette démarche-là. J'avais même proposé, effectivement, la maison commune des souverainistes. La vidéo est toujours sur ma chaîne YouTube depuis juillet 2020. Une association loi 1901, une charte, etc. Malheureusement, ça n'a pas encore vu le jour. Mais alors justement, concrètement... concrètement, ça veut dire que moi, je me suis présenté, je me suis annoncé mi-juillet, après l'allocution dingue, psychopathique de Macron, là, le 12 juillet, parce que je me suis dit, il faut que ce discours soit présent. Mais Florian, Macron va rester si... Enfin, vous déclarez, vous dites, il faut vraiment que Macron s'en aille, enfin, vous êtes pas le seul. Je sais pas, je pense pas qu'il va rester, mais je pense qu'il ne doit pas rester pour être remplacé par un clone, si vous voulez. Non mais attention à ça, hein, parce que attention à l'agitation électorale, on se fait plaisir, etc. Puis finalement, on ne va pas au fond des problèmes. Et j'ai mis ma candidature pour qu'on aille, pour forcer un peu à ce qu'on aille au fond des problèmes, pour qu'au moins ce discours soit extrêmement présent dans la campagne. Après, là où je vous disais que j'avais un petit désaccord, je ne suis pas certain que rétrospectivement, l'élection présidentielle française en 2022 soit l'événement majeur de cette année 2022. Je pense qu'on est face à des bascules, à des événements d'ampleur vraiment énormes, cataclysmiques, mais peut-être dans le bon sens du terme aussi. Comme par exemple, non mais alors précisez. Des peuples qui se révoltent. Ah, vous pensez qu'il va y avoir des événements extrêmement forts? Je pense que plus ils vont vouloir aller loin... Regardez encore l'espèce de conférence de presse insupportable hier de Castex et Véran, leur ton mielleux après en conférence de presse, après ce conseil de défense sanitaire. Rien que le fait que ce soit un conseil de défense sanitaire est une honte. Et puis couvert par le secret des... Oui, mais attendez, exactement, personne ne le sait ça. Mais grâce à vous, vous avez reçu quelqu'un qui en a parlé. Moi, j'ai fait une pétition là-dessus, mais honnêtement, qui en parle? Mais Florian, on couvre ces décisions pendant 50 ans. Pardon, personne ne bouge. Enfin, je veux dire... D'accord, mais alors les autres candidats à la présidentielle, on revient à votre sujet, pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi, y compris des candidats d'opposition, ne parlent pas de ça? Heureusement que je suis quand même candidat pour porter ça. Après, ça veut pas dire que c'est une candidature hostile à des candidats qui seraient plus proches de moi que Macron ne l'est. Évidemment, je suis pas du tout pour la politique du pire et je suis pas un idéologue puriste qui demande à 100%, sinon ça c'est pas de la politique, ça. Ça c'est une secte, c'est de l'idéologie pure. Oui, puis c'est moi et puis le reste je m'en fous. Enfin, et ça mène toujours à la défaite. Voilà, moi je suis pas du tout dans cette logique-là. Mais quand même, je suis obligé d'un petit peu secouer le cocotier en disant mais bougez-vous, remuez-vous, acceptez pas tout ça. Je le dis aux politiques comme je le dis aux Français, comme je le dis aux gérants de discothèques et demain de restaurants parce que c'est les prochains sur la liste. Eux aussi ils refermeront. S'ils bougent pas, ils vont pas être en permanence noyés sous les subventions pour se taire. D'abord, ça marchera pas tout le temps parce qu'à un moment, la France sera en faillite, ou alors on fera payer aux générations qui viennent l'horreur. Et je suis désolé, c'est quand même très égoïste. Et puis un peu d'honneur, quoi, quand même, un tout petit peu de courage et d'honneur. C'est tout le problème. Si on peut remettre ces notions dans la vie politique et la vie publique aussi en France, un peu de courage, de dignité et d'honneur. J'aimerais qu'on en ait un tout petit peu. Vous avez raison, il y en a un certain nombre qui le font comme ça, et effectivement, mais encore une fois, le vrai problème qui est posé, c'est
Je ne dirais pas que... Et j'espère que vous avez raison quand vous dites que les peuples, enfin certains peuples vont bouger, mais c'est vraiment le problème de la passivité. On l'a vu partout. D'ailleurs, l'histoire est pleine, vous en parlez d'ailleurs au début de votre livre, l'histoire est pleine d'exemples, effectivement, où De Gaulle en 40, etc. Ça, il était très minoritaire. Hein. Il est parti à Londres avec 3 pelés et 6 tondus. Est-ce qu'aujourd'hui, une minorité agissante peut arriver à quelque chose? Est-ce que les grands changements en France se sont faits par les urnes? Regardez. Hein. Alors, parfois, on me dit ici 81 Mitterrand. Oui. Ça a duré 2 ans. Puis en 83, il s'est soumis au système monétaire européen. Il a complètement... D'ailleurs, je vais vous dire, il était soumis même avant. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Non, mais je veux dire, De Gaulle a été reconfirmé par les urnes, évidemment. Oui. En 65, bien. Mais puis il a fait de nombreux référendums. Mais puis quand il a été désavoué, il est parti. Sauf que ça, c'est extraordinaire. Mais De Gaulle n'a pas surgi dans l'histoire de France par les urnes. D'accord, c'est clair. Bon, il a surgi dans l'histoire de France par son courage, par sa capacité de résistance. Il y avait aussi une guerre mondiale. Hein, bien sûr, mais ne tombe pas dans une espèce de guerre mondiale. Vraie question, on va en parler. Moi, je pense que je vais dire les choses clairement. Je pense qu'on est dans un coup de force mondial et qu'on est même dans un pacte de corruption mondiale. Et s'il y a du pouvoir dans le vote, à son humble mesure, dans vos appels au 0826 300 300 aussi. Et vous nous appelez, vous aurez la parole dans un instant. Et vous êtes bien sur Sud Radio 0826 300 300. Nous sommes avec Salim qui nous appelle de Paris. Bonjour Salim. Oui, bonjour Salim. Bonjour à tous, bonjour André, bonjour Florian. Bonjour. Je vais déclarer mes conflits d'intérêts directement. Je suis adhérent des Patriotes. D'accord. Très bien. Je vais signaler qu'en effet, les Patriotes sont de toutes origines sociales, géographiques, de tous les âges, mais unis autour d'un même vœu de concorde et une volonté d'avancer ensemble autour d'un enracinement commun, autour de l'humanité, de la bienveillance. Néanmoins, nous sommes considérés comme des pestiférés, nous sommes mis au banc, insultés, voire frappés, car nous ne cédons pas. Car... Là, à la radio, je vous assure, on ne vous frappe pas, là, je vous promets. Non, je sais, heureusement. Car nous incarnons une provocation. La logique covidiste justifie la violence et le lynchage d'une partie de la population. La violence, le mensonge, l'égoïsme sont des valeurs propres à la société covidiste que nous combattons. Or, notre combat à l'encontre de cette violence est un combat à l'encontre de toute forme de violence. La morale n'est pas à géométrie variable. C'est pourquoi, Florian, votre complaisance à l'égard de la violence exercée contre les militants des SOS Racisme est à mon sens une faute morale. Et c'est un de vos adhérents qui vous le dit. J'estime, et c'est mon point de vue, que votre devoir est d'être juste. Sinon, la prochaine société, celle que vous nous proposez, celle que nous voulons construire ensemble, ne sera finalement qu'une société de violence réactualisée. D'accord. Je vous incite à ne pas vous laisser emporter, car vous avez une responsabilité aujourd'hui. Florian Philippot. Alors je ne sais pas, vous avez vu ça, je n'ai jamais parlé de ce sujet. Mais jamais. Donc c'est bien, c'est l'occasion d'en parler maintenant. Ouais. J'ai mis un tweet en me disant que ça m'a rappelé qu'existait SOS Racisme, parce que je maintiens à 100%, je ne savais même plus que ça existait ce truc. Voilà. Vous ne saviez pas que SOS Racisme existait? Honnêtement, j'avais totalement oublié l'existence de ce machin, et c'est un truc des années 80. Ils sont, honnêtement, je pense qu'il n'y a personne dans cette association. Je pense qu'ils sont quelques dizaines, ils ont des subventions, mais ils ont plein d'argent. C'est exactement ce que j'ai mis dans le tweet. Ouais. Est-ce que ça veut dire que je cautionne les violences? Absolument pas. C'est bien d'être clair. C'est très bien d'être clair. Voilà. Mais évidemment que c'est de leur part de la provocation. Enfin, je veux dire, et vous imaginez dans l'autre sens, vous auriez eu ça dans l'autre sens, mais je pense qu'ils seraient morts, les types. Parce qu'en face, il y a une ultra-violence. Les antifas, tout ça, c'est des gens d'une ultra-violence. Merci Salim. Une agressivité totale. C'est pas bien inversé. Merci. Merci Salim de nous avoir appelé. Nous sommes maintenant avec Jean-Luc qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour. On vous écoute. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Allez-y. Très bien. Oui, je voudrais vous poser juste une petite question. Je voudrais savoir quelle est la rémunération pour chaque dose de cette injection expérimentale. La rémunération de qui? De cette dose. Oui, vous voulez dire, attendez, le médecin, je veux dire, le prix du vaccin ou le prix que touche, enfin, le salaire ou le prix, les émoluments que touche le médecin qui donne le vaccin? Monsieur Bercoz, j'ai précisé ma question. Il s'agit d'une injection expérimentale. Donc elle n'a pas passé tous les différents stades pour être appelée vaccin. Donc c'est une injection expérimentale. Donc on doit savoir quelle est la rémunération pour chaque personne qui accepte cette dose. Quand on se propose pour tester un médicament, on est rémunéré.
Ah oui, je comprends le... D'accord, vous voulez dire. d'accord, Vous oui, voyez je la comprends ce que vous question voulez dire. Vous êtes Je dans comprends l'ironie. la question, non mais c'est bien, il fallait préciser, vous savez. Voilà, on est tous les deux, on se demandait, mais alors, il n'y a pas de rémunération. hein, Non, mais je crois que c'est de l'ironie, effectivement, Oui, parce que quand vous êtes bien dans un sûr. essai clinique, vous êtes rémunéré normalement. Mais là, ceci dit, on c'est peut un parler effet. d'autres rémunérations. Bah, ça, on le sait, c'était sorti par l'agence France Presse, une dépêche sur les $1000 par seconde de bénéfices de Pfizer et Moderna. Pfizer, oui. Vous Donc savez, là, il y en a qui se rémunèrent très grassement là-dessus, ça c'est oui, sûr. c'est pour ça que, franchement, c'est ça qui est intéressant. Le chiffre d'affaires de Big Pharma, des entreprises pharmaceutiques, c'est 500 milliards de dollars par an. 500 milliards. Alors, vous voyez, c'est pas mal, je veux dire. Donc, ils sont tous tout confondus. Hein. Et entre-temps, une Augustin. augmentation du prix des doses, hein, d'ailleurs. Nous sommes maintenant avec Emmanuel qui nous appelle de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à tous, bonjour Monsieur Philippot, merci Bonjour. à vous tous pour votre combat d'ailleurs, parce que je pense qu'ils se rejoignent. Merci de me donner la parole. Je me permettais d'intervenir parce qu'en fait vous aviez parlé d'Epstein au début de cette émission. Oui. Il faut savoir qu'il apparaît sur Bill Gates apparaît sur les carnets noirs d'Epstein. Donc déjà c'est fait aussi un réseau en plus. Ouais. Vous aviez parlé aussi de la fondation Bill et Melinda Gates. Il faut savoir qu'il y a aussi la fondation Gavi pour la vaccination mondiale, où l'OMS est membre permanent de la fondation Gavi, à Oui, nouveau exact. à Bill Gates. Et il faut savoir que Bill Gates et George Soros viennent de racheter la société Mologic en Angleterre, qui est le plus gros fabricant de tests. D'accord. Donc ça fait quand même beaucoup en même temps pour nous dire qu'on est des complotistes, notamment aussi par rapport à Van der Leyen, qui justement est en cause pour l'instant avec des mails qui ont disparu avec Pfizer. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de gens qui sont un peu imbriqués dans des choses qu'ils nous imposent, alors qu'ils ont évidemment a priori des intérêts qui sont évidents. Vous aviez reçu Monsieur Jovanovic pour un autre livre qui était justement sur le Covid, et il en a édité un qui est la traduction d'un livre de Dylan Howard, qui est édité au Jardin des Livres. Éventuellement, si vous avez un créneau pour lui donner la Écoutez, parole, je ce serait le pas mal. note. Oui, non, Ça mais- s'appelle l'affaire Epstein. D'accord. Et il a fait une enquête complète là-dessus, en complément, je pense, de toute façon, D'accord. de votre invité Carl Zero. Ouais. Et alors, je vous tiens pas plus longtemps, parce que je sais que ça bouscule derrière. Je finirai avec deux citations. Une de Churchill, alors est-ce qu'elle est apocryphe ou pas, je ne sais pas, mais qui dit « Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez la guerre et le Non, déshonneur ». elle est de lui, elle est de lui. Voilà, Elle est parce de que lui. des fois, on ne sait pas, il y en a tellement. Oui. Surtout, on ne prête qu'aux riches. Oui, exactement. Et une dernière qui pique un peu plus, qui est de Guy de Monterland, qui dit « Le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise grâce aux salauds, et ça continue à cause des cons. » Pas mal. Oui, pas mal. Merci de Merci à vous, merci à votre citation. combat et à votre courage surtout, parce qu'en ce moment c'est compliqué pour tout le monde, mais on a besoin de vos voix. C'est clair. Vous voulez, oui, Florian, vous Juste voulez réagir, quelque chose rebondir sur le fascisme, c'est très important. Le processus, je ne sais pas s'il faut l'appeler fascisme, en tout cas le processus totalitaire qui est en œuvre, effectivement, il utilise les ressorts traditionnels des totalitarismes, ce que moi j'ai appelé les rhinocéros. C'est pour ça qu'on a des badges en manif. Je ne suis pas un rhinocéros, c'est le rhinocéros de Ionesco. De Ionesco, la bien pièce sûr. où les êtres humains À lire, absolument. se bestialisent, et il décrivait en fait les processus totalitaires qu'il a connus lui-même en Roumanie en fait, et puis ceux d'avant-guerre évidemment, et oublie des principes et des valeurs qui leur étaient chères même un an avant. C'est-à-dire quand même, on a accepté par exemple le pass sanitaire, ou des choses comme ça, ou le sort qu'on fait à nos enfants. Enfin, je veux dire, avec les masques et tout ça. pourtant, il y a des sociétés de pédiatrie qui tirent la sonnette d'alarme, des enseignants. On fait comme si on les écoutait pas, on les entendait pas. Et plus le pass sanitaire, c'est une logique de ségrégation. Et les discours très haineux, très brutaux, tenus contre les non-vaccinés, par exemple, ou contre ceux qui vont refuser la 3e dose, etc. Ce sont des choses que la société, moralement, n'aurait pas acceptées il y a encore 2 ans. Et qui maintenant passent comme une lettre à la poste chez, peut-être aujourd'hui, 50% des Français. Au moins. Y compris des gens, moi, je connais, que je ne reconnais plus. Ah, vous dites que ça a basculé très vite, enfin, pour vous. Ça bascule toujours très vite. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit comment s'installent les sociétés totalitaires. Elles n'arrivent pas avec un coup de tambour en disant on va devenir une société totalitaire, une dictature, une tyrannie. Évidemment que non. Elles se présentent toujours comme de merveilleuses démocraties, etc. Mais en réalité... une police ne suffit pas, une gendarmerie ne suffit pas. Il faut que les sociétés fonctionnent sur la délation et la surveillance des citoyens entre eux pour que ça marche. Parce qu'il faut des masses critiques de millions de personnes, de petits capots, de petits délateurs et d'endoctriner. Simplement, ça s'installe assez vite. Vous savez, on dit toujours, là-dessus vous avez raison, c'est-à-dire l'Allemagne n'était pas nazie en 1920. 1925. La Russie n'était pas bolchevique en 1910. L'Italie n'était pas fasciste mussolinienne. Il suffit d'une minorité
agissante, bien appuyée par un certain nombre d'oligarques, pour reprendre nous, eh bien ça marche. C'est ça qui est terrible. Et qui joue sur des ressorts de peur, et des promesses fallacieuses, etc. Il faut résister à tout prix à ça. Et il faut réveiller ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, parce que l'humain est toujours sauvable. Il y a rien de, je crois profondément qu'il n'y a rien de définitif. Les seuls définitifs sont les corrompus. On peut rien faire, mais ça c'est une ultra minorité. Ça fonctionne pas sur ça. Ça fonctionne sur des ressorts psychologiques avant tout. C'est sûr, mais la résistance doit être là. Et nous sommes maintenant avec Guillaume qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Guillaume. Guillaume, oui, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Je vous appelle, moi je suis un militant et un adhérent des Patriotes. Et j'aurais voulu demander à Florian pourquoi maintenant, après le meeting de Villepinte, vous ne vous rangiez pas derrière Monsieur Zemmour. Je peux comprendre qu'il y a quelques mois, les positions assez troubles de Monsieur Zemmour sur la dictature sanitaire nous tenaient un peu éloignés de lui. Le discours de Monsieur Poisson et la réaction de la salle à Villepinte étaient très clairs et très nets. Si Monsieur Zemmour est président, ce sera la fin de cette dictature sanitaire. Et quant au Frexit, vous savez pertinemment que M. Zemmour a déjà plusieurs fois dit qu'il repasserait par le référendum, qu'il voulait relancer les grands référendums d'État et les référendums d'initiative populaire. Donc il se heurtera à l'Europe de toute façon pour mener sa politique et donc passera forcément par un référendum. Donc est-ce qu'il est bien nécessaire pour nous, les patriotes, de nous lancer dans une campagne présidentielle dont les issues sont assez incertaines ? Oui, vraie question, effectivement. Pourquoi il n'y a pas de possibilité déjà, en tout cas de se joindre, de parler et d'avancer ensemble ? Non, mais Éric Zemmour, je le connais depuis 10 ans, donc j'ai pas de problème pour parler avec lui. Justement, c'est Jean-Frédéric Poisson, j'ai vu les discours. C'est Jean-Frédéric Poisson qui a parlé de ça, c'est pas Éric Zemmour, malheureusement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Dans son discours, il n'y avait pas un mot. Pareil sur le Frexit. Il n'a évidemment jamais proposé de référendum sur le Frexit. Je serais bien au courant. Même Marine Le Pen, qui le proposait avant, l'a supprimé. Et il prétend que si nous sortons de l'euro, c'est plus grave. Ça aura des conséquences plus graves que si nous y restons. Ce n'est pas tout à fait le discours du Frexit. Donc je ne peux pas souscrire à l'idée qu'aujourd'hui Zemmour serait sur l'anticovidisme et le Frexit. Vrai, mais, que le Frexit mais attention, je ne dis pas par ailleurs que c'est donc un européiste acharné et donc un covidiste acharné. Je ne dis pas du tout ça non plus. Je suis quelqu'un qui essaie de rester honnête dans mes jugements. Je dis simplement qu'il n'est pas du tout pour le Frexit. Il a même dit que la sortie de l'euro serait pire que d'y rester. Je ne crois pas un seul instant. Je pense que si on veut avoir un programme indépendant pour une France indépendante et libre, il faut maîtriser la monnaie. Si on veut avoir un programme social, il faut maîtriser la monnaie. Un programme de réindustrialisation, il faut maîtriser la monnaie. Qui tient la monnaie tient l'État. On le sait depuis des siècles. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand même pas rien, pas une mince affaire. Et le covidisme, c'est tout sauf une mince affaire. Voilà. Après, je ne compare pas les gens. Je mets pas des signes d'égalité entre Macron, Zemmour, Marine Le Pen et tout. Ça serait faux. Juste, Florian, juste pour être une question quasi technique, mais est-ce qu'il n'y a pas des priorités ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des dynamiques ? Vous savez très bien, c'est pas à vous que j'enseignerai ce que c'est que la dynamique, et que ce soit Frexit ou Covidisme, tout ça peut arriver justement dans une espèce de processus qui avance, et pas à se dire parce qu'on n'est pas sur telle ou telle position, on ne fait rien, on attend. C'est ça le problème. Non, mais si vous voulez, d'abord, je crois que ce sont des sujets tellement importants que si on n'annonce pas la couleur pendant une campagne électorale, on fera rien. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, ça n'existe pas dans l'histoire. Vous regardez tous ceux qui ont promis de réformer l'Europe de l'intérieur, etc. Il n'y a pas un exemple de réalisation. Pour vous, c'est Frexit ou rien. C'est pas ça. Mais à Frexit, après, moi, je suis pas pour le référendum parce que je pense que si je l'annonce et que je suis élu sur ce programme, on n'a pas besoin de faire de référendum. Mais si un candidat proposait au moins la perspective d'un référendum. Je ne suis pas idéologue, encore une fois. Je peux totalement me rallier à ça. Parce qu'au moins, il y aurait une perspective. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sur le covidisme, il faut être clair et net. On arrête toutes ces folies tout de suite, intégralement. On prend l'engagement que ça ne reviendra plus jamais. Comme au Japon, on rend anticonstitutionnel le confinement. Il y a des mesures claires quand même à prendre. Hein. Enfin, je veux dire, bon, on s'intéresse au traitement précoce, etc. On remet de l'argent dans l'hôpital. Enfin, il y a plein de choses à faire. On protège les enfants. Il faut quand même un programme clair. Vous savez, ce sont des enjeux qui sont tellement lourds pour la société. Il y a tellement des puissances fortes à combattre que si vous n'annoncez pas la couleur, si vous ne vous assurez pas d'avoir le soutien populaire, et vous ne pouvez l'avoir que si vous n'avez pas feinté,
si vous avez dit la vérité pendant la campagne. De toute façon, sinon on s'en sort pas. Sinon, vous serez accusé d'abord de trahir vos promesses, et ensuite, vous n'aurez pas le soutien populaire, et vous vous effondrerez comme Kurz en Autriche, comme Salvini en Italie, qu'il y en a beaucoup. Sauf que la tradition pour qui ça n'a rien donné du tout. C'est vrai, mais Florian, vous savez très bien que la tradition 2007, souvenons-nous. C'est les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est ça qui est terrible. Et j'espère qu'on va rompre complètement avec. C'est pour ça que je vais vous dire, arrêtons de tout miser sur une élection. Arrêtons. Cette élection, elle sera de toute façon en face. On aura un Macron qui aura des puissances, des relais financiers et médiatiques incommensurables par rapport à n'importe quel autre candidat. Donc il faut pas tout miser sur une élection qui se fera en 3 mois, dans des conditions incertaines. Et il faut faire monter le niveau de conscience du peuple français avant, pendant et après les élections. Mais la dynamique peut aller aussi dans l'autre sens. Mais bien sûr. La passivité aussi. Mais moi, s'il y a des candidats, des gros candidats, comme on dit, qui d'ici avril prochain évoluent sensiblement, je suis absolument pas fermé. D'accord. Voilà. Et mon rêve, c'est qu'ils évoluent dans le bon sens. Et les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et puis ceux qui écoutent Sud Radio nous appellent au 0826 300 300. À tout de suite. Et nous sommes toujours avec Florian Philippot, S'en sortir face à l'oligarchie. Et dans votre livre, Florian Philippot, on a parlé un peu du paysage, mais il y a quelque chose d'important, et vous le soulignez, et vous dites que il faut faire, vous soulignez d'abord qu'il faut faire attention au renoncement. Le renoncement, c'est mortel. Et vous dites aussi manque de confiance des Français en la France. Pourquoi ? Et on le sait, ça a été souligné dans des enquêtes très fortes. Pourquoi ce manque de confiance ? Pourquoi cette espèce de pessimisme invariant, bien avant le Covid déjà, qui existait ? Et comment s'en sortir, justement ? Ça, c'est une question politique au sens noble du terme, fondamentale. Parce que ça détermine à peu près tout. Est-ce qu'on peut avoir un destin national ? Est-ce qu'on peut avoir une aventure nationale ? Est-ce qu'on peut avoir un projet national ? Question qui paraissent toutes bêtes dans beaucoup de pays dans le monde et très compliquée en France. Ce qui fait que j'invite dans ce livre à, par exemple, à réaborder la question du Frexit sous un autre angle. Je pense que si on dit il faut le Frexit pour ça, on n'arrive pas à convaincre une majorité. Il faut prendre à mon avis le problème par l'autre bout. Le Frexit, c'est d'abord un symptôme, le refus du Frexit, le besoin de chercher une tutelle. Des tutelles d'ailleurs, il n'y a pas que l'Union européenne, il y en a plein. Ouais. C'est le besoin de trouver tout le temps une béquille, parce qu'on ne croit plus en la France, on ne pense pas qu'elle puisse être libre, indépendante. Ça vient d'où historiquement ? Zemmour, on en parlait beaucoup tout à l'heure, lui il fait remonter ça dès 1815 en fait. Ouais. Waterloo si vous voulez. Waterloo, ouais. Puis Sedan, on peut dire. Bon. Et puis on peut parler évidemment de Verdun. Boucherie. Et puis on peut parler de la débâcle de 40. Qui est un traumatisme national. Et tout ça, si vous voulez, on se dit... Puis la guerre d'Algérie. Max Gallo, que je fréquentais un peu pendant la campagne de Chevènement en 2002, j'avais organisé une réunion publique avec lui, m'avait dit, vous savez, la France est en crise nationale de longue durée. Alors malheureusement, je pense de très longue durée. Et j'espère qu'elle n'est pas à durée indéterminée, quoi. Et il faut y mettre un terme. Et ça... En fait, les Français, si on leur explique, parce que malheureusement, ils ont eu 4-5 présidents d'affilée, là, depuis Giscard, qui leur ont mis dans la tête que la France, c'était 1% de l'humanité, Giscard, que la France, c'était le passé, que c'était la patrie. Mitterrand, la France, c'est ma patrie, mais l'Europe est mon avenir. Donc, sous-entendu, la France est mon passé, juste mon passé. Et puis Chirac, la repentance permanente, puis les autres ont suivi. Donc, si vous voulez, tout ça, et puis donc la fuite en avant européiste, ça n'a pas donné confiance aux Français. Ajouté aux éléments historiques que je viens de vous donner, on arrive à une situation en 2021 où le peuple français se dit mais on ne peut pas, la France n'existe plus, c'est pas grand-chose. Or, je recense dans ce livre tous nos atouts stratégiques, très concrets, stratégiques, dans tous les domaines. Ils sont majeurs. Il faut juste quitter la France pour s'en rendre compte, parce que les autres pays, eux, ils le savent. Et donc, bien sûr qu'on pourrait avoir un projet national indépendant. Je ne veux pas dire qu'on serait seul au monde, mais c'est le ressenti et l'émotion qui jouent. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un certain nombre de Français, pas tous heureusement, savent plus où ils habitent. Exactement. C'est ça. Et à partir du moment où on retrouve le sens de la France, qu'on a de nouveau confiance et foi dans son pays, j'ai envie de dire tout le reste, le Frexit, la sortie de la CEDH, de tout ça, l'OTAN, ça vient presque naturellement. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on s'encombre de choses qui nous coûtent cher, qui nous imposent des politiques migratoires, économiques, sociales, commerciales débiles, contre-productives, catastrophiques. Mais la clé, c'est retrouver cette confiance. Et là, j'en veux un peu. Alors, bien sûr, aux présidents, tous les présidents qui se sont succédés, qui ont vraiment des présidents du déclin et de la catastrophe. Mais l'opposition, y compris l'opposition qui se veut nationale et patriotique, assumer, enfin. C'est pour ça que je n'aime pas quand on veut feinter, par exemple, sur le Frexit,
on a une conversation privée avec des souverainistes, ils vous disent moi je suis comme toi, en fait je suis pour le Frexit, mais tu comprends, je peux pas le dire parce que c'est minoritaire dans les sondages. Mince quoi, enfin, au bout d'un moment, assumez. Comment voulez-vous que les Français basculent majoritairement si vous qui êtes censé incarner le patriotisme français à travers les âges, et on est quand même un pays multimillénaire, vous n'êtes pas capable de l'assumer, de le défendre. Ça me met hors de moi, si vous voulez, parce que comment va-t-on y arriver si on a des chefs qui n'assument pas, qui font tout le temps de la stratégie. Et ça marche pas en plus, leur petite tactique sondagière électoraliste. Ça ne fonctionne pas. Ça fait 45 ans, 50 ans qu'on est mis en dehors du pouvoir depuis, on va dire, la fin de De Gaulle-Pompidou, quoi. Donc, si vous voulez, voilà, il faut assumer. Il faut redonner confiance. Et puis, on fonce, on est la France, on avance. Pour vous, le Frexit, c'est un critère incontournable. Je pense qu'il faut du souverainisme. Mais de toute façon, il n'y a pas de politique. Là, je suis très Emmanuel Todd, très todien. Toutes les campagnes électorales sont des jeux d'opérette si on est dans l'Union européenne et l'euro. C'est un jeu de dupes. Ils font semblant de dire on va réserver une partie des marchés publics aux entreprises françaises. Interdit. On va arrêter l'immigration, etc. Totalement impossible en restant aussi bien dans l'Union européenne, dans Schengen que la CEDH. Après, certains feintent en disant on s'en fiche, on n'obéira pas. Mais on ne peut pas ne pas obéir puisqu'ils ont une arme atomique dans la main qui s'appelle l'euro. Et qui nous met à genoux en 48 heures. Florian Philippot, ce que fait la Pologne, elle n'a pas fait grand-chose pour l'instant, elle a dit. Pour l'instant, elle a dit, attention, un tribunal constitutionnel, c'est très bien, je l'ai salué, a dit, nous, une partie des traités européens doivent être mis en dessous de la constitution polonaise, pareil pour récemment la CEDH, c'est super parce que par rapport à notre conseil constitutionnel français, qui est une espèce de paillasson, c'est quand même à remarquer, mais n'a rien, pour l'instant, elle n'a pas fait. Moi, vous savez, la différence entre dire et faire, elle est fondamentale. Parce que dire, c'est très joli. C'est Sarkozy 2007, c'est Chirac la fracture sociale, c'est Sarkozy, Tony Truant sur l'immigration, l'identité en 2007 et tout. On a vu ce que ça donnait. Ou Hollande sur contre la finance, c'est ça, notre ennemi c'est la finance. On a vu ce que ça donnait aussi. Donc le dire et le faire, il faut réapprendre aussi à faire la différence. Ne vous laissez pas compter par des gens. Regardez ce qu'ils font vraiment et ce qu'ils comptent vraiment faire. C'est clair. Augustin, peut-être une dernière auditrice très rapidement. Nous sommes avec Linda qui nous appelle de Savoie, pardon. Bonjour Linda. Oui, bonjour Linda. Bonjour. Je voulais savoir déjà si vous m'entendez bien. Très bien. Parfait. Allez-y. Tout d'abord, je suis très contente de vous parler, Monsieur Berkoff, et très 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 contente de vous parler, Monsieur Philippot. Oui, merci. Bonjour. Bonjour. En fait, depuis le début de la crise, j'ai toujours été un peu soupçonneuse par rapport à tout ce qu'on nous disait. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches de mon côté parce que je déteste croire comme ça à quelqu'un. Une bonne chose. Donc j'ai beaucoup navigué sur des réseaux américains, sur des sites partout. Et j'ai découvert l'horreur derrière les mensonges de l'État. Et puis de mon côté, j'ai eu l'occasion aussi de voir que le vaccin ne se passait pas très bien. Quelqu'un dans ma famille a eu des réactions, des effets secondaires assez forts. Mon fils, alors lui, il n'a pas été vacciné. Il était à l'école et avec le masque. Linda, juste, excusez-moi, mais comme on arrive en fin d'émission, je suis désolé. Est-ce que vous avez une question à poser ou enfin, voilà, allez-y. Oui. Ma question est la suivante. J'ai déscolarisé mon fils de façon à le protéger. Néanmoins, il y a un point qui me fait très peur. On voit que dans les autres pays de l'Union européenne, chacun y va avec le confinement pour les non-vaccinés, la vaccination pour tous obligatoire, etc. Ça va nous tomber dessus parce que je pense que, comme l'a dit M. Philippot, Mme Van der Leyen et tous les autres ont bien cette idée en tête, ils vont tout faire pour la vie. Que peut-on faire à notre niveau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Merci Linda. Justement, Florian Philippot, très rapidement, c'est vrai que beaucoup de pays européens adoptent aujourd'hui, il faut le dire, des contraintes très fortes. Vous dites quoi par rapport à ça? Moi, j'ai vu hier la conf de presse, ils n'ont pas été là. Ils ne sont pas allés sur des confinements, des couvre-feux, la vaccination obligatoire, etc. Ils ont annoncé des choses qui ne sont pas admissibles sur les enfants. Mais on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas au niveau, effectivement, de l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Grèce, où ils imposent une amende de 100 € par mois à vie à tous les retraités non vaccinés, etc. Donc, ou l'Italie même. Il faut résister. J'ai rien d'autre à vous dire. Moi, j'ai pas de baguette magique. Je suis comme Raoul. Il dit souvent cette phrase, il n'a pas de baguette magique. Moi non plus. Personne n'en a, je crois. Donc, il faut par tout moyen. Ceux qui peuvent faire grève, ils font grève. Ceux qui viennent dans les manifs, ils font les manifs. Les fédérations professionnelles, vous savez, aux Antilles, remarquable, de courage, nos compatriotes de Guadeloupe et le Martinique. Et ils ont obtenu le fait que... Ils ont obtenu beaucoup de choses. Pourquoi aussi la grande différence avec la métropole?
dès le début, il y avait les fédérations professionnelles dans le mouvement, les routiers, les taxis, ils étaient là, les soignants, les pompiers, et même les syndicats enseignants, parce qu'ils anticipent des choses. En métropole, moi je les ai tous appelés, je leur écris, je leur dis venez dans le mouvement, vous serez tous croqués un moment. Résister effectivement à tout niveau. Si je rappelle à tout niveau, les parents d'élèves, de votre livre, on va vraiment devoir y aller. Face à l'oligarchie sans sortir, une critique acerbe de la gestion de crise sanitaire. Nous étions avec Florian Philippot et tout de suite Brigitte Lahaye sur les signaux que nous envoie notre corps.